Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaitais vous interroger sur l'absence de régime fiscal incitatif pour le HVO 100, huile végétale hydrotraitée, dans les usages maritimes et fluviaux professionnels. Alors que la décarbonation du transport maritime constitue un levier stratégique pour atteindre les objectifs climatiques de la France, il apparaît que le HVO 100 est aujourd'hui l'un des rares carburants renouvelables immédiatement mobilisables sans adaptation des motorisations existantes. Ce carburant de synthèse, issu principalement de la valorisation de déchets, graisses animales, huiles usagées, peut être utilisé directement dans les moteurs diesel des navires, bateaux de pêche ou engins fluviaux, ce qui en fait une solution de transition particulièrement efficace pour les usages maritimes professionnels. Les chiffres de l'ADEME confirment son intérêt environnemental, une réduction des émissions de CO2 pouvant dépasser les 80% par rapport au gazole fossile. De plus, ce carburant est déjà produit en France et en Europe, ce qui contribue à sécuriser l'approvisionnement énergétique tout en réduisant la dépendance aux énergies fossiles. Pourtant, malgré ces atouts, le HVO 100 ne bénéficie d'aucun régime fiscal propre dans les usages maritimes et fluviaux professionnels, contrairement à d'autres biocarburants. Il est traité comme un carburant fossile sur le plan fiscal, ce qui limite fortement son attractivité économique pour les professionnels du secteur, en particulier pour les pêcheurs artisanaux et les transporteurs fluviaux déjà soumis à des contraintes économiques importantes. Les professionnels engagés dans une démarche de verdissement de leur flotte craignent que le HVO soit progressivement écarté du mix énergétique du fait de son coût élevé par rapport à d'autres biocarburants et d'un arbitrage défavorable de la part des opérateurs pétroliers. Dans ce contexte, il apparaît essentiel d'installer un cadre fiscal spécifique, clair et durable pour le HVO dans les usages maritimes et fluviaux professionnels. Un tel signal permettrait de soutenir les acteurs économiques dans leur transition énergétique, de renforcer la souveraineté énergétique française et d'aligner la fiscalité sur nos objectifs climatiques nationaux. Je souhaiterais ainsi connaître la position et les intentions du gouvernement quant à l'instauration d'un régime fiscal différencié et incitatif pour le HVO 100. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le sénateur Simon Uzenat, je vous remercie pour votre question qui me permet de rappeler notre engagement en faveur de la décarbonation des transports et qui découle aussi de nos ambitions climatiques. Les principaux leviers identifiés pour la décarbonation du secteur maritime sont le changement d'énergie et la sobriété, qui sont principalement liés à la baisse de vitesse des navires. Vous nous interrogez sur le HVO, qui est utilisé dans les moteurs diesel et qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants traditionnels. Une baisse d'assises ne serait pas le levier adapté pour inciter à consommer des biocarburants et ne suffirait pas à compenser aujourd'hui les écarts de prix avec les carburants traditionnels. De plus, les secteurs maritimes et fluviales font déjà l'objet de tarifs d'assises nuls. Et donc, des dispositifs d'incitation ciblés sont plus adaptés, et c'est le cas de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports pour le transport routier. Et nous souhaitons la faire évoluer vers un mécanisme de réduction de l'intensité carbone dans les transports, qui pourrait aussi inclure de ce fait les transports dans le secteur maritime et fluvial. Nous avons d'ailleurs lancé du 12 mai 2025 au 10 juin prochain une consultation sur ce projet de mécanisme. Merci, monsieur le sénateur. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Marion Canales. À vous, chers collègues. Merci, monsieur le président. Madame la ministre, en 2017, Emmanuel Macron avait fait du doublement du nombre de centres éducatifs fermés l'une de ses promesses de campagne. En 2018, pourtant, la Commission consultative nationale des droits de l'homme avait établi que les centres éducatifs fermés sont l'antichambre de la prison, alors que pour leurs promoteurs, ce devait être l'antichambre de la réinsertion et de la rescolarisation. En 2022, de façon transpartisane, une mission de contrôle sénatoriale sur la délinquance des mineurs avait recommandé une pause dans la création des centres éducatifs fermés. En octobre 2023, soit 20 ans après leur création, la Cour des comptes avait souhaité dresser un bilan. Il en ressortait que ces structures avaient été mises en place sans étude d'impact, par une efficacité supposée mais non démontrée. A fortiori, la volonté présidentielle de créer 22 nouveaux centres avait été jugée dispendieuse. Le coût d'investissement de chaque unité, je le rappelle, ayant été évalué à 6 millions d'euros par la direction du budget en janvier 2023. Malgré ces différents éléments d'analyse et d'évaluation posant l'efficacité des centres éducatifs fermés réels, le plan de construction des nouveaux CEF, comme on les appelle, poursuit sa mise en œuvre. Alors ça peut poser question. Alimenté de surcroît par une proposition de loi récente visant à durcir la justice des mineurs,
ultra répressive et dont finalement les centres éducatifs fermés comptent parmi l'un des piliers. Dans un contexte où toute dépense publique doit être envisagée sous l'angle de la pertinence de l'action auquel elle se rapporte, et alors que l'enjeu premier de la justice des mineurs doit être celui de la non-récidive assortie d'une réinsertion réussie, je sollicite de votre part des informations sur la récente étude diligentée par le ministère de la Justice lui-même sur les centres éducatifs fermés, sur leur pertinence, jusqu'à présent gardée confidentielle. Il s'agit selon moi d'une question d'intérêt général. Si, Madame la Ministre, nous louons votre capacité d'adaptation. Allez-y. Madame la sénatrice Marion Canalès, alors je vous rappelle au nom de mon collègue Gérald Darmanin que connaître le parcours des jeunes à l'issue d'une prise en charge par les structures de protection judiciaire de la jeunesse constitue un enjeu absolument majeur, et cela apparaît particulièrement important en ce qui concerne les placements en centres éducatifs fermés, les CEF. L'évaluation des CEF a fait l'objet des travaux récents de la Cour des comptes qui recommande de produire des données de suivi et d'évaluation qui permettent de calculer les taux de récidive et de réitération des jeunes sortant de ces centres et de les comparer aux autres dispositifs. La mise en œuvre de cette recommandation suppose au préalable de disposer des données permettant de tracer le parcours du jeune et de l'intervention des professionnels et d'une méthodologie d'évaluation adaptée et robuste. La disponibilité de ces données est à ce jour encore très partielle. Elle s'améliore au fur et à mesure du déploiement du parcours du système d'information de la justice des mineurs. Ce système d'information est conçu pour assurer l'efficacité globale de la prise en charge d'un mineur. Réactivité, personnalisation du projet éducatif, évaluation des parcours concernés par une décision de justice civile ou pénale. Le ministère mène régulièrement des études sur ces différents dispositifs, mais souvent, et c'est ce qui explique le sujet, sur des cohortes qui sont réduites et qui peinent à être représentatives en raison des difficultés à retracer le parcours des jeunes. Et donc, pour produire des connaissances robustes sur le parcours et la récidive des jeunes à l'issue d'une prise en charge en CEF, il est nécessaire d'avancer sur des appariements plus poussés entre les différents systèmes d'information, que ce soit avec le ministère de la Justice, mais aussi l'éducation nationale ou l'emploi, pour élargir ces données, parce que la réitération ou la récidive ne peuvent être les uniques indicateurs d'efficacité ou de comparaison entre structures, chaque dispositif répondant à des besoins différents selon les parcours des jeunes. Merci, Madame la sénatrice. Merci pour 6 secondes. Essayez d'être concise, chers collègues. Madame la ministre, je ne peux pas entendre l'argument qui dit que les cohortes ne sont pas suffisantes. Il y a de toute façon 52 centres éducatifs fermés et il y a 12 personnes. Donc par nature, il n'y a que 600 jeunes qui sont concernés. Donc ce n'est pas un argument aujourd'hui entendable, mais je m'adresserai au ministre de la Justice. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je souhaite vous interroger, Monsieur le Ministre, aujourd'hui sur l'abandon du projet d'installation d'une seconde base aérienne de sécurité civile à Mont-de-Marsan. Ce projet avait pourtant été annoncé à la suite des incendies dramatiques qui ont ravagé le sud-ouest et notamment la Gironde durant l'été 2022. Le 2 août 2023, M. Gérald Darmanin avait publiquement confirmé la création d'un second projet d'installation de Canadair dans le sud-ouest souhaité par le président de la République. Cette annonce avait suscité une attente très forte sur notre territoire, et en particulier dans les Landes et en Gironde, où s'étend le plus vaste massif de résineux d'Europe, extrêmement vulnérable aux incendies en période estivale. Or, nous avons récemment appris par un courrier que l'installation d'une deuxième base aérienne pérenne dans le sud-ouest n'était pas prévue pour l'instant. Ce désengagement soudain n'est pas compréhensible pour de nombreux élus locaux au regard des besoins et suscite aujourd'hui une réelle incompréhension. Pourquoi un tel changement alors même que le dérèglement climatique accroît chaque année un peu plus la fréquence et la violence des feux de forêt dans notre région ? Pourquoi renoncer à un outil aussi stratégique alors que la nécessité de renforcer nos moyens de lutte contre les mégafeux ne fait plus débat ? Certes, la Gironde bénéficie depuis peu du déploiement saisonnier de 4 avions Air Tractor et d'un hélicoptère bombardier d'eau. Ces moyens sont précieux, mais ils restent fragiles car rien ne garantit, à ce stade, leur maintien
dans la durée. Alors, je vous le demande, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous éclairer sur les raisons qui ont conduit à ce revirement ? Pouvez-vous nous dire si les moyens actuellement déployés seront sécurisés dans le temps, notamment en Gironde ? Et enfin, entendez-vous réévaluer l'opportunité de doter durablement le Sud-Ouest, notre région, d'une implantation renforcée des moyens de la sécurité civile ? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Hervé Gillet, question extrêmement importante, évidemment, que vous posez pour votre territoire, mais au-delà de ça. Lors des 2 dernières saisons des feux de forêt, des moyens aériens de la flotte de sécurité civile, un Dash, ainsi que des moyens complémentaires loués, 6 Air Tractor et un hélicoptère bombardier d'eau, ont été prépositionnés sur des aérodromes militaires de la zone concernée, accompagnés de toute la chaîne de soutien logistique nécessaire à leur exploitation et à la réalisation des missions. Maintenance des aéronefs, personnel navigant, armement des pélicandromes pour le ravitaillement des aéronefs en produits retardants. Ce prépositionnement estival a donné des résultats opérationnels très satisfaisants avec la mise en œuvre du dispositif de guet aérien armé permettant une surveillance aérienne continue en journée et des largages de produits retardants dès le départ des feux. C'est une stratégie que nos services appliquent. Ainsi, entre le 16 juillet et le 30 septembre 2024, les moyens évoqués ont été prépositionnés en zone sud-ouest, principalement à Bordeaux. Au total, ces moyens ont été engagés sur 10 feux de forêt et de nombreux circuits de guet aérien armés dans le massif des Landes de Gascogne. Ils ont effectué 48 largages au cours des 200 heures de vol. L'engagement financier de la Direction générale de la sécurité civile et la gestion des crises dans le cadre de ce renforcement s'est élevé à 6,5 millions d'euros. Fort de ce bilan, je confirme que ces détachements saisonniers seront donc reconduits pour 2025 et pour les années à venir. Selon le risque de feu de forêt, ces détachements peuvent également être complétés par d'autres moyens aériens de lutte contre les incendies, comme les Canadair. Ce dispositif agile et adaptable est piloté au quotidien par un centre national de coordination avancée de sécurité civile. Il correspond aux enjeux de renforcement de la stratégie de lutte contre les feux de forêt. En outre, dans le contexte budgétaire actuel, pour être très clair, les crédits d'investissement de la sécurité civile sont fortement mobilisés et prioritairement orientés pour permettre le renouvellement de la flotte d'aéronefs. Vous savez qu'à l'horizon 2035, il faudra que nous ayons tout modifié. Je rappelle que la flotte d'hélicoptères est en cours de renouvellement pour un montant de 450 millions d'euros et que la flotte d'avions doit également faire l'objet d'une programmation budgétaire pluriannuelle pour permettre son remplacement et son renforcement dans la perspective de l'augmentation des risques à l'horizon 2035. Voilà, j'arrive au terme du temps qui m'est imparti, mais pour une éventuel maintien d'un dispositif pérenne sur le territoire, nous allons, dans le cadre des travaux du Beauvau, dont nous aurons bientôt les conclusions, revoir ou réévaluer les réflexions sur l'ambition capacitaire de nos moyens nationaux de la sécurité civile, de façon à ce que le maillage territorial soit parfaitement tenu. Merci. Pour 8 secondes, chers collègues, si vous pouvez. Merci, Monsieur le Président. Mais Monsieur le Ministre, j'ai bien écouté, mais vous me confirmez quand même l'abandon de la seconde base aérienne de sécurité civile à Mont-de-Marsan. Et c'était un engagement et une promesse du Président de la République et du ministre Gérald Darmanin. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la Ministre, en écho à la récente alerte de la fermeture totale de la ligne ferroviaire Paris-Évreux-Caen-Cherbourg pendant plusieurs mois en 2028 ou 2029 pour conforter le remblai d'Apremont, symbole du manque criant d'investissement ferroviaire dont pâtit la Normandie depuis trop longtemps, je souhaite vous alerter aujourd'hui sur la nécessité pour le gouvernement de soutenir résolument la ligne nouvelle Paris-Normandie. La LNPN est un projet d'intérêt national, vital à bien des égards pour l'ouest de notre pays. Le vieillissement des infrastructures ferroviaires et la forte densité du trafic entre les lignes normandes et franciliennes à partir de Mantes-la-Jolie rendent la connexion entre la Normandie et la capitale aléatoire et difficile. Les milliers d'usagers quotidiens des lignes Paris-Caen, Cherbourg et Paris-Rouen-Le Havre le vivent au quotidien. En garantissant l'augmentation de la fréquence, la régularité et la ponctualité des trains depuis la Normandie jusqu'à Paris, autant que la réduction de la durée des trajets, la LNPN est une infrastructure déterminante pour garantir le désenclavement réel de la région et pérenniser son essor économique. Je pense bien sûr à la vallée de la Seine, à Europaport et au Cotentin avec le projet Aval du futur mené par Orano. Le projet revêt également un intérêt écologique majeur en raison du report modal au profit de solutions décarbonées pour les voyageurs et les marchandises. La région Île-de-France elle-même tirerait des bénéfices à la mise en place de la LNPN. Les Yvelines dépendent par exemple des trains normands qui leur proposent un service d'ores et déjà plus performant que le Transilien, et la libération de sillons ferroviaires servira également la logistique et l'approvisionnement de la région Île-de-France.
N'oublions pas que le projet a déjà bénéficié de plus de 100 millions d'euros d'investissement et a été soutenu par tous les gouvernements successifs depuis 15 ans. Lors de son audition ici même le mercredi 30 octobre 2024, François Durovray, alors ministre délégué chargé des Transports, déclarait son intention, je cite, de nommer un nouveau préfet coordonnateur des actions de l'État pour l'aménagement de la vallée de la Seine afin de convaincre chaque territoire des gains attendus de cette infrastructure. Madame la ministre, quelle impulsion nouvelle le gouvernement va donc donner à ce projet, notamment à travers cette nomination annoncée par l'ancien ministre, et comment entend-il répondre aux attentes de financement pour que ce projet structurant de l'aménagement du territoire national puisse enfin voir le jour? Je vous remercie. Collègue, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette question essentielle en termes d'aménagement du territoire. Et le soutien du gouvernement à cette ligne ne faiblit pas du tout. Elle est considérée, vous le savez, la ligne Paris-Normandie est considérée comme un projet d'intérêt national qui doit améliorer significativement les dessertes entre Paris et la vallée de la Seine et les grandes villes normandes en termes de régularité, de capacité et de rapidité. Elle bénéficiera, vous l'avez dit, à la Normandie, mais aussi à l'Île-de-France, pour les bassins d'emploi, les voyageurs, mais aussi le fret. En effet, les voies nouvelles qui seront réalisées vont libérer de la capacité sur les voies existantes et permettront ainsi d'améliorer les mobilités du quotidien. La région d'Île-de-France, nous le savons, a fait état de préoccupations vis-à-vis des nuisances qui pourraient être engendrées par ce projet, notamment dans la traversée des Yvelines. Ces préoccupations sont légitimes et trouveront des réponses prochaines qui permettront d'allier la réalisation nécessaire de la ligne Paris-Normandie pour les usagers franciliens et normands et la qualité de vie des riverains de la ligne. Il s'agit maintenant de renouer le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. La nomination par le Premier ministre d'un nouveau délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine, M. Serge Castel, a amorcé la relance du projet. Le délégué a déjà rencontré tous les élus concernés et présidera très prochainement un comité de pilotage auquel le ministre des Transports participera et qui constituera un nouveau point de départ de ce projet. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Madame la Ministre, le programme Petites Villes de demain, lancé en 2020, a démontré son efficacité en renforçant l'ingénierie territoriale des petites centralités, consolidant ainsi à la fois leur maillage et leur rôle sur les territoires ruraux. Plus de 1600 communes et intercommunalités en ont ainsi été bénéficiaires, ce qui concerne 7 millions d'habitants. Dans la Nièvre, ce sont près de 500 études financées, 14 postes de chefs de projet créés, grâce à un partenariat étroit entre l'État, la Banque des territoires et le conseil départemental. Pourtant, alors même que les collectivités rurales traversent une période de difficultés financières inédites, vous le savez, avec une épargne brute en chute libre, un endettement qui explose et des charges de centralité toujours plus lourdes, l'avenir de ce programme demeure incertain, avec une fin annoncée en mars 2026, sans aucune visibilité sur une éventuelle prolongation. Cette absence de perspective est source d'inquiétude légitime pour les élus et les habitants, car l'arrêt brutal de ce dispositif risquerait de compromettre les avancées obtenues, fragiliserait durablement le dynamisme de nos petites villes. Ainsi, Madame la Ministre aussi, ma question est claire. Dans un contexte de contraintes budgétaires fortes, je l'ai rappelé, le gouvernement prévoit-il de prolonger Petites Villes de demain après 2026 et à quelles conditions? Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Joly, je connais votre attachement à la ruralité et je suis heureuse de vous entendre saluer l'action du gouvernement en faveur de la ruralité au travers du dispositif Petites Villes de demain dont vous avez rappelé l'important, mais je pourrais y rajouter les villages d'avenir. Alors vous avez raison, gérer c'est prévoir. Nous avons un dispositif Petites Villes de demain dont l'échéance est prévue depuis le début en 2026 et nous portons tous un intérêt particulier à ce projet et surtout à la suite qui pourra être donnée, puisque je rappelle que l'apport de Petites Villes de demain est un soutien essentiel en ingénierie, ce qui manque à nos communes, et que l'État finance aujourd'hui un chef de projet à hauteur de 76%. Et nous finançons aussi des mesures thématiques, vous l'avez rappelé, avec le concours de partenaires. Nous animons aussi un réseau des PVD, ce qui permet aux communes de ne pas être seules et de faire des échanges d'expériences.
Aujourd'hui, 1646 communes de nos territoires étaient bénéficiaires de ce programme. Ça représente, vous l'avez dit, plus de 7 millions d'habitants. Et beaucoup de ces communes sont engagées dans des opérations de revitalisation du territoire et notamment en rénovation de logements. Il y en a plus de 353 000 qui ont été rénovés. Depuis le lancement du programme, l'État a engagé plus de 3,7 milliards de financement de ces programmes. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quel est l'avenir ? Nous allons y réfléchir ensemble, monsieur le sénateur. Moi, j'ai lancé une mission d'évaluation dans le Tour de France de ruralité que je fais, qui m'ont d'ailleurs conduit dans votre département. J'ai aujourd'hui visité 34 départements. À chaque fois, j'ai un temps de débat avec les élus des petites villes de demain. Nous avons une évaluation conduite par les sous-préfets à la ruralité et par l'ANCT. Ce programme, il est utile. Nous devons ensemble travailler sur ce sujet parce que vous savez que le gouvernement peut vouloir, et dans tous les cas, défendre la ruralité avec force. À la fin, la décision, elle est aussi prise par le Parlement qui décide des budgets. Donc sans doute aurons-nous l'occasion d'en reparler très prochainement de manière concrète. Merci Madame la Ministre. Chers collègues, allez-y pour 43 secondes. Très bien, Madame la Ministre, merci pour vos éléments de réponse. Je voudrais simplement insister sur le fait qu'il faut éviter de faire des économies de bout de chandelle pour l'État, mais importantes pour les collectivités rurales. La continuité dans le financement d'un programme est fondamentale à son efficacité. Attention de ne pas nourrir le sentiment d'abandon qui est perçu et que vous connaissez. Au-delà de certaines avancées, vous savez qu'il reste, je pense à France Ruralité, ce programme également concernant les villages, il reste beaucoup de problèmes auxquels sont confrontés nos territoires ruraux. Il s'agit des problèmes d'infrastructure, de commerce de proximité, d'accès à la santé, c'est une évidence. Tout ça est porté, nos territoires malgré tout font preuve de résilience grâce aux élus qui interviennent souvent de manière très bénévole. La ruralité ne peut pas être traitée, vraiment j'insiste, comme une variable d'ajustement budgétaire, bien au contraire, en investissant dans ces territoires et en consolidant les programmes existants, que nous défendons réellement l'égalité des chances, que l'on vive à la ville ou à la campagne. La ruralité n'est pas un luxe, c'est un pilier de notre République qu'il ne faut pas fragiliser. Il y va de l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Merci. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite vous interroger sur les crédits budgétaires consacrés à l'économie sociale et solidaire pour 2025. En effet, les acteurs du soutien de proximité à l'ESS ont une très grande inquiétude quant à la part qui sera réellement dédiée à leur mode de développement économique. En effet, le montant de 19,2 millions d'euros en 2024 devait être en augmentation de 30% en 2025. Cette annonce avait été faite par l'ancienne ministre de l'économie sociale et solidaire. Cette enveloppe, déjà considérée comme largement sous-dimensionnée eu égard aux plus de 200 000 entreprises de l'ESS, a été remise en cause par des annonces du gouvernement faites au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire le 28 avril dernier. La remise en cause quasi totale de l'enveloppe initiale supplémentaire de 10 millions d'euros a provoqué la colère des acteurs de l'ESS. Ces crédits financent pourtant des acteurs de proximité dédiés au soutien de l'ESS, chambre régionale de l'ESS, dispositif local d'accompagnement notamment. De plus, les réductions budgétaires affectant également les collectivités territoriales en 2025 touchent particulièrement l'ESS, plongeant ces structures dans des difficultés et des incertitudes importantes. L'UDES avait pourtant alerté sur un risque de disparition de 186 000 emplois en raison des dispositions du projet de loi de finances 2025, affectant particulièrement les budgets du sport, de l'insertion, la taxe sur les mutuelles et sur le risque de choc social dès le second semestre 2025 et le premier semestre 2026. Madame la ministre, je souhaite savoir comment le gouvernement entend répondre aux inquiétudes des acteurs de l'ESS devant ce qui s'apparente au non-respect de l'engagement de l'État. Merci Madame la Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, je vous remercie pour cette question relative à l'ESS à laquelle la ministre Louwagie est très attachée, puisqu'elle incarne une autre manière de faire de l'économie qui conjugue l'utilité sociale, l'ancrage local et l'innovation. Le 3 mars, le gouvernement a présenté une feuille de route qui mobilise l'ensemble des leviers disponibles sur une période de 9 mois pour soutenir cette logique.
dans un contexte budgétaire contraint, marqué par des mesures d'exécution strictes et des gels importants sur l'ensemble des programmes, nous pouvons nous réjouir que les crédits dédiés à l'ESS aient été stabilisés pour 2025. Initialement, le PLF pour 2025 prévoyait une baisse de crédit de 15 millions d'euros en autorisation d'engagement et 16,8 millions d'euros en crédit de paiement. La version issue de la commission mixte paritaire prévoyait une hausse de 10 millions d'euros, mais dans le même temps, 7 millions d'euros de crédits gagés n'ont pu être levés. Au final, grâce au report, grâce à une gestion rigoureuse, le montant stabilisé pour 2025 s'établit à 17,6 millions d'euros en AE, 20,5 millions en CP. Cela nous a permis de préserver les moyens d'action essentiels dans le contexte contraint que nous connaissons, en particulier le dispositif local d'accompagnement présent sur tout le territoire, qui permet chaque année à près de 6 000 structures de l'ESS de bénéficier d'un accompagnement gratuit pour consolider leurs emplois et faire évoluer leur modèle. Au-delà du DLA, nous avons maintenu les crédits alloués aux CRES et aux têtes de réseau national, qui jouent un rôle clé de structuration, de représentation, d'animation sectorielle. Enfin, la ligne budgétaire dédiée aux pôles territoriaux de coopération économique sera ajustée à un niveau légèrement inférieur à celui inscrit l'an dernier, en cohérence avec son niveau d'exécution historiquement sous-consommé. Monsieur le sénateur, je veux vous assurer que nous avons tenu, malgré les contraintes, à protéger les moyens de l'ESS et garantir aux acteurs une visibilité pour poursuivre leur action au service de l'intérêt général. Ma collègue Louwagie m'a assuré qu'elle et son cabinet restaient à votre disposition pour approfondir ce sujet et pour travailler avec vous aux meilleures solutions pour l'avenir du secteur. Je vous remercie. La parole est maintenant à notre collègue, Madame Gisèle Jourda. À vous, chers collègues. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Ministre, s'adressant à la Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ma question porte sur la nécessité de coordonner régionalement les classes de défense entre elles. Une classe de défense est un projet pédagogique interdisciplinaire pluriannuel mené à l'initiative d'une équipe enseignante en partenariat avec une unité militaire marraine dans le cadre de l'enseignement de défense, expression vitale du lien armée-jeunesse. C'est le cas dans mon département de l'Aude où la classe défense du collège de la Nadière à Port-la-Nouvelle est rattachée à la Marine nationale. Le principal atout d'une classe défense, c'est avant tout sa dimension citoyenne. Les élèves peuvent ainsi mesurer combien les questions de défense, de sécurité nationale sont importantes pour notre pays, les temps de rencontre avec les militaires permettant ainsi de créer des vocations. Il existe actuellement plus de 475 classes de défense réparties sur l'ensemble du territoire, impliquant plus de 11 875 élèves et plus de 200 entités des armées, directions et services. Elles vivent grâce au dynamisme de l'équipe pédagogique qui les accompagne. La problématique que j'entends soulever ici, Madame la Ministre, c'est qu'il n'existe aucune coordination régionale des classes entre elles. Pourtant, cela permettrait de créer un réseau, un maillage territorial qui favoriserait l'organisation d'événements, les retours d'expérience, l'échange de bonnes pratiques et permettrait d'ancrer solidement les classes de défense dans un territoire à plus grande échelle. Deuxième point, il existe peu, voire pas de données sur l'existence des classes de défense dans les lycées. Alors, Madame la Ministre, je souhaiterais savoir quelles mesures vous comptez prendre pour favoriser la mise en place d'une coordination régionale de ces classes de défense entre elles. Merci, Madame la Ministre. À vous. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, comme vous l'avez rappelé, il existe aujourd'hui pour les collèges et lycées près de 1100 classes de défense et de sécurité globale, les CDSG. Chacune d'entre elles est marrainée par une unité militaire ou par un corps en uniforme. Ce sont aujourd'hui 30 000 élèves impliqués dans ce dispositif emblématique de l'éducation à la défense. Vous le savez, la coordination et le pilotage des CDSG est réalisé par les trinômes académiques qui réunissent un représentant du rectorat, un autre de l'autorité militaire territoriale et enfin un représentant de l'IHEDN. Ce pilotage permet de veiller à la qualité du projet pédagogique des CDSG, mais aussi de valoriser les différentes unités qui maillent notre territoire et qui mènent de front bien d'autres actions. Je pense par exemple au 110 rallyes citoyens organisés l'an passé. Le dernier volet de cette animation territoriale concerne les actions de formation inscrites dans les programmes nationaux de formation. Chaque année, plus de 3000 enseignants, inspecteurs, personnels de direction sont formés à la défense au niveau interacadémique, académique et locaux.
Comme vous le voyez, le pilotage, s'il n'est pas régionalisé, est coordonné à différentes échelles. Madame la sénatrice, ces outils de pilotage peuvent être perfectionnés, notamment pour mieux accompagner le développement des CDSG dans le respect d'équilibres territoriaux, parfois difficiles à tenir en raison des écarts d'implémentation régionale des unités marines. Et plus encore, à l'approche de 2026, année des 400 ans de la marine et du centenaire du Bleuet de France, qui ne manqueront pas d'animer ces réseaux. Des réflexions sont en cours en ce sens entre les ministères de l'Éducation nationale et le ministère délégué aux armées pour améliorer les synergies possibles. Je vous remercie.